Alors, Guillaume Perrin, on passe le micro. FNCCR, aussi votre point de vue sur ce sujet de l'autoconsommation. Je rejoins effectivement ce que présentait Nicolas dans la dynamique volontaire des acteurs locaux et la dynamique globale, et ce colloque en fait partie. Ce qui est intéressant avec l'autoconsommation également, c'est qu'on a la croisée des domaines. On a beaucoup parlé de transition énergétique, on a également parlé de transition numérique en tant que telle. L'autoconsommation, c'est un élément qui est central dans le mix entre une approche locale d'appropriation, comme le mettait en avant Nicolas, et une approche également de structuration locale, de dynamisation en termes de stockage, en termes d'approche de mobilité durable et en termes effectivement de consommation locale en tant que telle. On a beaucoup parlé également, essayer de renverser un petit peu la table sur dire l'autoconsommation, abordons-le sous l'aspect économie d'énergie, efficacité énergétique plus, l'initiative du CERS, l'initiative que mettait en avant Arnaud sur la première table ronde au niveau de la fiche C2E ou cette approche-là. Et ça, on sent qu'effectivement, l'autoconsommation, c'est intéressant parce que c'est un élément qui vient questionner la totalité de notre modèle. Il y a des mots qui ont été utilisés par les intervenants des deux tables rondes autour un petit peu de cette approche, disons, d'économie circulaire. PwC parlait de l'analyse au niveau de la TVA qui pouvait être réutilisée, donc convertie, disons, par le commerçant qui est dans une opération d'autoconsommation, individuelle ou collective dans une économie un peu globale, qu'on pourrait convertir avec le prix de vente qui fait à ces niveaux-là. Je crois que c'était au niveau de Greenflex qu'on parlait effectivement, l'électron est un légume comme un autre. Pour continuer un peu dans cette métaphore, la thématique en fait de mettons en place des boucles d'autoconsommation collective ou individuelle, de manière à chercher à être autonome énergétiquement, à travailler au niveau local, dans une logique un petit peu de potager, un potager énergétique à ces niveaux-là. Pour autant, ce qui était mis en avant aussi dans la deuxième table ronde, c'est qu'on ne peut pas partir dans une logique de potager tout en se disant en parallèle, j'ai le supermarché à côté, au cas où je peux toujours aller m'approvisionner au supermarché en tant que tel. Donc, cette question de l'autoconsommation, c'est bien un questionnement global, en disant j'accepte, je fais mon autopotager, je suis militant, et je fais partie de ces héros, effectivement, au vu des éléments administratifs, techniques, économiques qui en font partie actuellement pour mettre en place cette dynamique-là. Mais je questionne aussi mon modèle global de fonctionnement de manière à me dire, effectivement, est-ce que j'ai toujours besoin de ce lien avec le supermarché à côté, mais tout en participant aussi à une construction globale du territoire, cet échange, ce troc, l'idée que mettait en avant André Joffre tout à l'heure sur cette question troquer son électron, réussir à avancer sur cette dynamique-là. Donc c'est ça qui est intéressant sur cette approche d'autoconsommation en tant que telle, et ce côté de lien social, de jardin partagé, plus même que de potager individuel en tant que tel. Donc cette croisée des chemins, transition écologique, numérique, cette approche qui questionne un modèle global, et cette dynamisation qu'on souhaite tous et sur laquelle on travaille tous, elle est assez intéressante, et c'est en ça que les collectivités, acteurs du territoire, aménageurs du territoire, facilitateurs sur les projets d'énergie renouvelable, que ce soit pour accueillir les nouveaux parcs, que ce soit pour co-investir, les porter en direct avec tous les fournisseurs qui sont présents dans la salle, via les SEM, les SPL, etc. Ça en fait partie, et c'est ça qui participe à la révolution de la transition énergétique en tant que telle. La transition énergétique, là je fais une palissade énorme, effectivement elle ne va pas venir de l'État, elle ne va pas venir de la dynamique nationale qu'on imposera. On peut avoir des cadres, mais ces cadres-là, généralement, à chaque loi, le but de la loi est de les repousser à chaque fois de 2 à 5 ans. Les collectivités territoriales, pendant ce temps-là, elles avancent, que ce soit par la dynamique TEPOS, que ce soit par la dynamique d'aménagement au niveau du paysage, le co-investissement et la facilitation avec ce lien des citoyens qui est quand même l'élément central, que ce soit en acceptabilité ou même en termes d'appropriation locale des moyens de production pour participer à la création de ces jardins partagés en tant que tels. Alors cette question peut-être même en filigrane, celle que je posais, est-ce que vous pensez que ça va s'inviter aussi dans la campagne? Finalement, on va s'approcher les municipales, on sait que c'est très territorial, que des élus, on en verra demain, on verra Guillaume Coutet, le maire de Malonnet, enfin des gens qui sont vraiment dans des démarches très engagées, que finalement ça va s'inviter de plus en plus et que ça va monter du terrain, on va dire. On a eu 2 phénomènes récemment qui ont un peu orienté et fait de cette thématique écologique revenir un petit peu plus sur le devant de la scène, avec, alors 3, disons, la question crise gilet jaune avec la contribution climat-énergie, quelle place on donne à ce niveau-là. Une autre thématique que sont le résultat des élections européennes qui montre qu'effectivement la thématique environnementale a son importance, qu'elle doit être partagée par un certain nombre de partis et déployée au niveau national européen, mais évidemment local. Et puis on a eu un effet aussi temporel en termes de temps météo, à savoir la canicule de cet été. C'est-à-dire que la canicule de cet été, ça a eu un effet en disant oui, là, on est en train de changer, rentrer dans un nouveau monde. Les 15 jours qu'on a eu 2 fois une semaine, ça va être la norme à horizon beaucoup plus court que du 2050 qu'on nous promettait au niveau des provisions du GIEC. À ce moment-là, il faut qu'on réussisse à agir avant. Comment j'agis? Je peux agir en développant mes outils locaux, en enrichissant la résilience de mon territoire et en essayant effectivement de réduire mon empreinte carbone
par la diminution effectivement de la consommation, c'est le premier pilier, on est d'accord, mais par le développement également et la substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables, dont fait évidemment partie le solaire en premier lieu, et encore plus dans cette dynamique de construction du territoire local, avec cette dynamique d'autoconsommation, en repensant encore une fois une approche globale également. Oui, parce que finalement, et on en revient, je peux vous poser la question à tous les deux, on voit que derrière cette autoconsommation, il y a l'idée quand même de bousculer complètement un système. Là, on vient de le voir avec le logement social. Est-ce qu'on peut se dire vraiment qu'on est à l'aune de cette bascule, qu'un jour on va y arriver? Nicolas Garnier. Alors là, vous nous posez des questions compliquées. Métaphysique non, mais en fin de journée. Parce que là, quand même, derrière l'autoconsommation, il y a la question du réseau. Et ce réseau, il évolue. Il évolue peut-être pas assez vite à notre goût. Nous, on aimerait que ces réseaux, que ce soit le réseau électrique, le réseau gazier, le réseau de chaleur, soient des vrais vecteurs de transition énergétique, et cette capacité d'accueillir des énergies renouvelables, de mieux gérer les pics de consommation, etc. C'est aussi la volonté, je crois, au moins d'Enedis, mais ça va assez loin. Là, on a aussi une question de gouvernance. Moi, je le dis avec mes mots, mais les marges de manœuvre aujourd'hui des autorités organisatrices de la distribution que nous représentons aussi en grande partie sont insuffisantes. C'est-à-dire que si demain un élu a envie de faire de son réseau de gaz, pour changer, un énorme pourvoyeur de raccordement au biogaz, ses capacités d'intervention dans la relation contractuelle qu'il a avec GRDF est ultra faible. Ça ne veut pas dire que GRDF ne fera pas, d'ailleurs. Ils ont aussi des motivations réelles sur le biogaz. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est qu'on est dans un modèle dans lequel on a un contrat de concession avec un opérateur imposé, un contrat qui est difficile à négocier, puisqu'en fait, vous discutez avec quelqu'un en face qui sait qu'il aura le contrat, des conditions financières qui sont établies par l'État, le TURP et la TRD, et on appelle ça un service public local. Donc, le grand combat qu'on mène, c'est la capacité à faire évoluer ce réseau comme les collectivités aimeraient qu'il évolue, y compris pour mettre des bornes électriques pour les véhicules, etc. Et on a quand même une vraie difficulté. Enfin, désolé, Mort, c'est connu pour avoir une sorte de franc-parler. On se bat. D'ailleurs, je pense que là-dessus, avec la FNCCR, on a une vraie ADN commune. On se bat, mais c'est pied à pied. C'est pied à pied pour avoir le droit de dire on voudrait que ça passe là, on ne voudrait pas que ça passe là. On voudrait que vous alliez chercher le méthaniseur, etc. On voudrait que vous laissiez de la place pour un parc éolien ou un parc photovoltaïque. C'est quand même une vraie difficulté. Et au passage, c'est pas du tout contre Enedis, parce qu'Enedis ont une situation lui-même difficile, puisque lui, il doit rendre des comptes à la Creux sur pourquoi ça m'a coûté tant, etc. Et la Creux dit... Donc, on est quand même dans un modèle qui est quand même très figé, même s'il y a des volontés, des bonnes volontés de partout. Et là, il y a quelque chose qui a évolué. Alors, vous savez que la dernière nouvelle en date, c'est qu'il y a quand même des risques, enfin, moi j'appelle ça peut-être des risques quand même, d'ouverture de capital des distributeurs d'électricité et de gaz peut-être. On ne restera pas les deux pieds dans le même sabot si finalement c'est des fonds de pension américains ou chinois qui rentrent dans Enedis. Là, c'est plus le même jeu pour nous. Nous, on va quand même à un moment donné demander à revoir une gouvernance si finalement on ouvre le champ. Et on tient absolument à ce que notre opérateur de réseau électrique et gazier soit vraiment des opérateurs de services publics et soit pas des entreprises à rendement financier. Et donc là, il va peut-être se passer quelque chose d'assez profond si on écoute un peu le projet Hercule, si vous voulez aller au bout du raisonnement. Je vous appelle le citer effectivement, mais ça c'est un élément qui est dans l'agenda politique de structuration nationale qui est essentiel. Cette question du projet Hercule, donc de redécoupage, de découpage d'EDF avec d'une partie les activités qui sont rentables pour partie amortie, donc la partie réseau et la partie développement de l'autre. Ce jeu d'acteurs, il est particulièrement important aussi. On est dans un modèle qui est ce qu'il est, sur lequel il faut qu'on travaille à faire bouger les lignes. Et comme le dit Nicolas, c'est effectivement du pied à pied, des discussions constructives et de temps en temps, effectivement, une structuration qui peut être un peu forte devant nous, avec cette relationnelle État, EDF, un écosystème global sur lequel on a tous à gagner aussi pour un équilibre territorial, mais il y a sans doute des lignes à faire bouger. Mais on est très attentif aussi. Ça, c'est le système qu'on connaît maintenant. Il y a un gros projet qui est en train de se mettre en place. On attend beaucoup de voir sous quel angle ça va être traité et avancé. On est très vigilant sur cette question du capital en particulier, de la propriété, de l'investissement et de ce qui est généré par ces investissements amortis que sont le réseau en particulier. Ça, c'est un élément qui est central dans le paysage énergétique français en particulier, parce que c'est une problématique très française, mais sur laquelle on sera très attentif, on l'est déjà, et encore plus dans les semaines et mois à venir. Eh ben merci. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage, Nicolas Garnier et Guillaume Perrin.